Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde à la une de l'actualité. Les États-Unis et l'Iran vont-ils entamer des nouvelles négociations? Une délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance est attendue ce soir à Islamabad. Téhéran dit ne pas encore avoir pris de décision, mais serait prêt, selon un responsable pakistanais, à participer à ce deuxième round de discussion. Des villages et des maisons en ruine, voilà ce que découvrent les Libanais de retour chez eux après des semaines de bombardements de l'armée israélienne qui poursuit les démolitions. Sur le front diplomatique, le président libanais Joseph Aoun déclare que les pourparlers avec Israël visent à mettre fin à la guerre et à l'occupation israélienne dans le sud du pays. En Bulgarie, la coalition de Roumen Radev remporte les législatives avec près de 45% des voix, largement devant les conservateurs du gouvernement sortant. La Russie salue ce soir le souhait de Roumen Radev de dialoguer avec elle. Et en Europe, nous le verrons, certains le présentent déjà comme un nouveau Viktor Orban. Nous serons en direct de Bruxelles avec notre correspondant Paul Germain. Il est l'une des figures majeures de la peinture américaine contemporaine. Henry Taylor excelle dans la représentation des luttes des Afro-Américains, qu'il s'agisse de Martin Luther King ou encore des personnes sans domicile fixe. Le musée Picasso à Paris lui consacre une grande rétrospective. 64 débats. Les soldats vont-ils être remplacés par des robots sur les champs de bataille? Qu'en est-il de l'intelligence artificielle de plus en plus présente, ou encore des drones, ou encore même, nous le verrons, des jeux vidéo? On en parlera avec nos invités, alors qu'en Ukraine, une position russe a été reprise à l'aide de machines uniquement. 64 minutes, c'est parti. La situation s'envenime de plus en plus dans le détroit d'Ormuz à la veille de l'expiration de la trêve de 2 semaines entre Washington et Téhéran. La marine américaine a pris le contrôle d'un navire iranien. Téhéran proteste et c'est dans ce contexte donc que le Pakistan tente d'accueillir à tout prix de nouvelles négociations entre les deux parties. Le récit de Timothée Marouzé. Les rues d'Islamabad désertes, silencieuses. Pourtant, ici, tout semble prêt pour accueillir un deuxième round de négociations. Rues bouclées, dispositifs de sécurité renforcés. Des avions militaires américains ont même été aperçus ce lundi dans le ciel pakistanais. Et pourtant, toujours aucune trace du vice-président américain J.D. Vance qui devrait atterrir dans les prochaines heures. Tout comme les Iraniens qui continuent, depuis Téhéran, de laisser planer le doute. Nous sommes toujours en état de guerre. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu, il a été malheureusement violé à maintes reprises par les États-Unis dès le départ. Tant que cette situation perdure, nous ne pouvons pas avancer unilatéralement et parler de normaliser le trafic dans le détroit d'Ormuz. En attendant, le Pakistan tâte le terrain. Sur ces images, l'ambassadeur d'Iran aux côtés du ministre pakistanais de l'Intérieur. Mais difficile d'obtenir plus d'informations sur le contenu de leurs échanges. L'incertitude reste entière donc, quelques heures seulement après les tirs américains sur ce destroyer iranien dans le golfe d'Oman, le Tuska. L'armée américaine intercepte le navire et lui demande de s'arrêter. Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Mais devant le refus d'obéir de l'équipage, les Américains procèdent à plusieurs tirs dans la salle des machines. Quelques heures plus tard dans la nuit, un hélicoptère américain avec des Marines à son bord survole le Tuska. Le commando s'apprête à arraisonner le bateau accusé d'avoir contourné le blocus. Les militaires américains parviennent à y pénétrer depuis l'hélicoptère à l'aide d'une simple corde avant de s'en emparer. Sur son réseau social, Donald Trump se félicite de l'opération. Notre navire de guerre l'a arrêté net. À l'heure actuelle, les Marines américains ont pris le contrôle du navire. Les navires stationnés restent tous suspendus aux négociations des prochaines heures qui permettront de savoir si la trêve se poursuivra jusqu'à son échéance, prévue ce mercredi. Au Liban maintenant, on l'apprend à l'instant, une attaque de drones de l'armée israélienne dans le sud du pays, annonce faite par un média d'État libanais, malgré la trêve donc. Et pourtant, le président Joseph Aoun veut y croire. Il affirme que ces pourparlers avec Israël visent à mettre fin à la guerre et à l'occupation israélienne dans le sud du pays. Une région, vous allez le voir, où les destructions sont considérables après des semaines de bombardements. Image commentée par Lou Bureau. Cathy Maroué retient ses larmes. Au milieu des décombres de ce qui était son salon, elle avance, le regard perdu, à la recherche d'un fragment de sa vie d'avant.
Un souvenir ou un objet épargné par la frappe israélienne qui a détruit sa maison, comme ce petit vase en verre. Ce n'est pas une question de pierre. La construction importe peu, l'apparence importe peu, la façade extérieure importe peu. Ce qui manque, c'est l'âme qui l'habite. Et c'est ce qui fait mal. Revenir et la retrouver dans cet état. Cathy a passé toute sa vie dans cette maison, dans son village natal de Zrarieh, dans le sud du Liban. Pour le moment, elle n'envisage pas de reconstruire, car les habitants le savent, la situation dans la région reste très fragile. Rien ne garantit que le cessez-le-feu de 10 jours conclu entre les autorités libanaises et Israël sera prolongé. Face à cette incertitude, beaucoup préfèrent pour le moment ne pas regagner totalement leur foyer. Je ne sais pas si je dois réparer ma boutique ou si les bombardements vont reprendre. Je suis venu vérifier l'état des lieux et je vais attendre 10 jours. Si la trêve tient, je reviendrai la remettre en état. La trêve, pour le moment, elle tient. Mais l'armée israélienne entend maintenir sa pression militaire. Pas question pour elle de retirer ses troupes. Au contraire, elle affirme avoir mené plusieurs frappes contre des objectifs présentés comme des menaces. Message urgent aux habitants du sud Liban. Veuillez faire preuve de la plus grande vigilance pendant la période du cessez-le-feu. Les forces de défense israéliennes restent déployées dans le sud Liban face aux activités terroristes du Hezbollah. Le président libanais Joseph Aoun a confirmé l'envoi d'une délégation à Washington pour entamer des discussions directes avec Israël. Objectif, parvenir à un accord susceptible de transformer la trêve actuelle en un véritable processus de paix. Et Israël a publié une carte de ce qu'il considère comme, je cite, sa ligne de défense avancée et ses positions de troupes dans le sud du Liban. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous pour en parler. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous avez étudié attentivement cette carte qui est très parlante. Quels sont les enseignements que vous en tirez ? Justement, ça pourrait être la chronique d'une occupation annoncée. Parce que plusieurs dirigeants israéliens avaient dit qu'ils allaient remodeler la carte démographique du Moyen-Orient. Regardons la carte. La partie Ashuré, qui est donc actuellement militairement occupée, représente à peu près 500 km², soit 5% du territoire libanais. Il y avait dans ce sud-Liban, au sud du fleuve Litani que vous voyez, à peu près 600 000 habitants qui ont été contraints d'évacuer leur village, leur bourgade et leur foyer pour se projeter vers le nord, notamment où ils campent dans le sud de Beyrouth en tant que réfugiés. Dans la partie qui est occupée, donc vous voyez que la partie maritime se prolonge sur la mer, c'est-à-dire la partie de la mer qui est Ashuré est interdite désormais à tout bateau libanais, même un petit chalutier, de pêche. On revient donc dans la zone occupée. Dans cette zone occupée Ashuré, il y a 55 villages, dont à peu près la moitié, ceux qui sont à proximité de la frontière israélienne, ont été quasiment rasés. Les populations qui ont été forcées de partir au nord du fleuve Litani n'ont plus le droit d'y revenir. L'armée libanaise n'est pas la bienvenue. Les forces de la FINUL de l'ONU qui patrouillent essuient de plus en plus de tirs, et les populations qui sont restées dans les villages n'ont pas le droit de s'éloigner de leur maison, même pour rejoindre leurs champs pour les travaux et les jours. Ce qui veut dire, enfin, les ponts qui sont sur le fleuve Litani, les 15 principaux ponts par lesquels transitaient chaque jour des milliers de véhicules dans les deux sens, ont été sautés par les Israéliens. Et quelles conséquences d'ailleurs ? Alors, les conséquences, c'est que le sud-Liban, qui est déjà appauvri, qui a été déjà occupé par les Israéliens pendant 20 ans, dont la population, l'essentiel de la population est désormais réfugiée dans le nord. Il y a quand même 1/6 de la population libanaise qui est réfugiée dans son propre pays, dans un pays où il y a 1 million de réfugiés syriens et 600 000 réfugiés palestiniens. Donc ce sud-Liban est en voie de paupérisation et d'occupation durable, insistent les Israéliens, et les populations des réfugiés dans le nord, dans un pays confessionnel, peuvent susciter de véritables catastrophes humanitaires parce que l'État libanais est démuni pour les nourrir, les encadrer, les soigner et les instruire. Merci Slimane pour ce décryptage. Avant de refermer cette page consacrée au Liban, un mot pour vous dire que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, promet, je cite, des mesures disciplinaires sévères à l'encontre du coupable contre donc le soldat israélien qui a dégradé à la masse une statue de Jésus-Christ dans le sud du Liban, image qui a fait le tour des réseaux sociaux.
Emmanuel Macron en visitant en Pologne pour discuter dissuasion nucléaire avec le Premier ministre Donald Tusk. Ce sommet est la première traduction concrète du traité d'amitié et de coopération renforcée signé il y a près d'un an, le 9 mai 2025, à Nancy, dans l'est de la France. Accord qui a rehaussé la Pologne au niveau des principaux alliés de la France. Les élections législatives en Bulgarie à présent, c'est la coalition de Rumen Radev qui l'emporte largement devant les conservateurs du gouvernement sortant. L'ancien président bulgare obtient près de 45% des voix. Il a fait toute sa campagne sur la lutte contre la corruption et ça a payé, semble-t-il, donc sur la scène européenne. En revanche, certains craignent un positionnement pro-russe. Rumen Radev a d'ailleurs appelé à rouvrir le dialogue avec Moscou. Écoutez. Demandez au président Macron, demandez au Premier ministre de la Belgique, demandez à d'autres dirigeants européens, y compris le chancelier Merz, qui a déclaré il y a des mois que ce dialogue avec la Russie devait être repris. Non seulement en raison de la nouvelle architecture de sécurité en Europe qui est inévitable et vers laquelle nous devons travailler, mais aussi parce que si nous voulons que l'Europe ait une véritable autonomie stratégique, elle doit restaurer sa compétitivité et enrayer le processus de désindustrialisation. Et la Russie a aussitôt salué le souhait de Rumen Radev de dialoguer avec elle. Certains le présentent en revanche comme un nouveau Viktor Orban. Alors qu'en est-il? On retrouve notre correspondant à Bruxelles, Paul Germain. Bonsoir Paul, quelles sont les réactions au sein des institutions européennes après cette victoire? Eh bien Mohamed, le contraste est saisissant avec la semaine dernière. Rappelez-vous, toute l'Europe, ou presque, s'était réjouie ouvertement de la défaite de Viktor Orban et de la victoire de Péter Magyar en Hongrie. Ici, les réactions sont beaucoup plus contenues parce que les dirigeants européens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et puis, il y a la crainte, en effet, de voir arriver un nouvel Orban. Rumen Radev est d'ailleurs un ami de Viktor Orban. Alors, il est vrai qu'il vient de la gauche, mais cet ancien pilote de chasse semble avoir opéré un grand looping vers la droite et sa coalition qui s'appelle Bulgarie progressiste est quand même, malgré son nom, très conservatrice au niveau des idées et en matière de politique familiale notamment. Mais ce qui inquiète surtout les Européens, c'est donc sa proximité avec Moscou. Et par exemple, la députée européenne Valérie Hayé, qui est proche d'Emmanuel Macron, expliquait aujourd'hui qu'il y a un grand risque de voir un gouvernement pro-Kremlin s'installer à Sofia. On vient de l'entendre d'ailleurs, Rumen Radev ne cache pas qu'il est favorable à une reprise du dialogue avec Vladimir Poutine, mais il explique qu'il est sur la ligne d'Emmanuel Macron qui a aussi déclaré que le dialogue devra être rétabli un jour avec Moscou. Bref, Rumen Radev essaye de rassurer. Il devra aussi essayer de rétablir un peu de stabilité dans un pays où les gouvernements depuis 2021 tiennent en moyenne 6 mois. Bon, vous allez me dire que la France ne fait pas beaucoup mieux depuis quelque temps. Paul Germain, en direct de Bruxelles. Merci beaucoup, Paul, pour toutes ces précisions. La Slovaquie, elle, a décidé de saisir la Cour de justice européenne pour invalider l'interdiction d'importer du gaz russe à partir de 2027. Et ce, alors que les prix s'envolent à cause de la guerre au Moyen-Orient. Et ce soir, nous nous posons une question. Quel rôle l'Afrique peut-elle jouer à l'avenir? On se penche donc sur ce sujet avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. En 2027, il sera donc officiellement interdit pour les pays européens d'acheter du gaz russe. Avant de voir quel rôle pourrait jouer l'Afrique, un état des lieux pour commencer. Alors, la Russie représente encore 12% du gaz consommé en Europe. Le principal fournisseur reste la Norvège pour 32%, suivi du GNL états-unien pour 25%, l'Algérie 15% et enfin la Russie pour 12%. Et est-ce que l'Afrique pourrait donc compenser les 12% de gaz russe ? Alors, le continent espère plus que doubler sa production d'ici 2050, passant de 260 à 585 milliards de mètres cubes d'ici 2050. Sa part dans la production mondiale pourrait passer de 6 à 11%. Alors, il y a des méga-projets qui vont accompagner cette montée en puissance, comme celle au Mozambique. Les réserves sous-marines au large de la province de Cabo Delgado, c'est dans le nord
sont absolument gigantesques. Ce projet va inscrire le Mozambique dans le top 10 des plus grands producteurs mondiaux de gaz. Total Energy en est l'opérateur de ce projet avec plus de 26% de participation. La compagnie vise une exploitation à partir de 2029. Il y a aussi la compagnie italienne Eni et l'américain Exxon qui opèrent dans la zone pour donc, cette production de GNL mozambicain. Et que représente ce gisement ? Alors, la réserve offshore contiendrait plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz. Ce qui fait dire à la Banque africaine de développement qu'il y a de quoi approvisionner la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie pendant 20 ans. Cette réserve, une fois exploitée, devrait représenter 20% de la production totale en Afrique. Le Mozambique s'attend également à recevoir 35 milliards de dollars par an de recettes. Et vous vouliez aussi nous parler du Nigeria, poids lourd en Afrique en la matière, avec des projets d'envergure qui sont à l'étude avec plusieurs pays. Alors, on peut citer par exemple l'Africa Atlantic Gas Pipeline, qui est un gazoduc qui reliera 13 pays du Nigeria jusqu'au Maroc sur un parcours de 6 900 km. Ce projet vise à transporter 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Une partie est également prévue pour être exportée en Europe. Et il y a un autre projet. Alors, c'est le Trans-Sahérien qui va relier le Nigeria à l'Algérie via le Niger, sur un parcours cette fois de 4200 km. Alors là, il n'y a que 3 pays en jeu, mais il y a une partie délicate, c'est les 1800 km de tronçon à construire. Ce tronçon qui doit traverser le Sahel, puis le Sahara, c'est la partie la plus délicate. Mais la stratégie européenne de diversification, vous savez, profite déjà aux pays européens. Depuis 2023, l'Algérie a renforcé ses exportations vers l'Italie, la République tchèque, mais aussi la Slovénie. L'Afrique compte aussi sur cette énergie pour accompagner son développement. Ses besoins vont augmenter de 150% dans les prochaines décennies. C'était 64 Échos. Merci beaucoup, Démet. On va d'ailleurs poursuivre avec l'actualité africaine et une image du pape Léon XIV qui s'est rendu à São Remo au 3e jour de sa visite en Angola. São Remo, c'est dans le nord-est du pays, une région reculée, riche en diamants et historiquement marginalisée à plus de 800 km de la capitale, Luanda. Le chef de l'Église catholique a regretté que les désirs de beaucoup, je cite, soient exploités par les tyrans lors d'une nouvelle messe géante. C'est un territoire grand comme la moitié de la France et son nom revient de plus en plus dans l'actualité. Le Somaliland n'est pas du tout reconnu à ce jour par la communauté internationale et pourtant il attise toutes les convoitises sur le plan économique, mais pas seulement, et ce qui le place d'ailleurs au cœur des tensions géopolitiques régionales en mer Rouge. Voyez ce reportage signé Théophile Simon. Bienvenue au ministère des Affaires étrangères. Depuis qu'Israël est devenu le premier pays du monde à reconnaître l'indépendance du Somaliland en décembre dernier, les investisseurs étrangers affluent. Ceux-ci sont australiens et s'intéressent au secteur minier. Le ministre des Affaires étrangères se charge de les recevoir. C'est un havre de paix ici. Ce qui nous manque, c'est d'être reconnu par le reste du monde. C'était très important pour nous de voir ça sur le terrain. Nous en parlerons à nos actionnaires. Plus de 30 ans après la sécession de 1991 avec la Somalie, le Somaliland tente de se faire une place sur la scène internationale. Ougbad Nassir est directrice des relations avec la diaspora. Je me rendrai bien en Europe, en commençant par le Danemark, pour y faire la promotion du Somaliland et de son histoire lors de divers événements. Dans sa quête de reconnaissance, le Somaliland mise sur sa position stratégique à l'entrée de la mer Rouge. En 2016, un terminal moderne est construit à Berbera, le principal port du pays. Maftou Harir est en charge des opérations. Nous sommes situés sur le golfe d'Aden. C'est stratégique, c'est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Près de 13% du commerce mondial transite au large. Le monde doit nous reconnaître, car depuis 35 ans, nous avons construit un pays stable et pacifique. Vous voyez comme nos infrastructures se développent. Les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, qui cherche un débouché maritime, et même les États-Unis envisageraient désormais de reconnaître le Somaliland. Leurs intentions ne sont pas que commerciales. Abu Dhabi a déjà installé une base militaire à Berbera, tandis qu'Israël veut se positionner face à ses ennemis, les Houthis, au Yémen.
À la télévision, pourtant, la menace de représailles n'inquiète pas Abdirissak Ali, un analyste politique. Maintenant que le Somaliland et Israël sont alliés, la guerre en Iran peut-elle arriver chez nous? Israël est devenu le pays le plus puissant du Moyen-Orient. En nous alliant à des pays forts, nous nous assurons une meilleure protection. Le Somaliland ne doit donc pas craindre la guerre au Moyen-Orient. Après avoir attendu 3 décennies pour obtenir une première reconnaissance, le Somaliland cherche désormais à valoriser sa position stratégique, au risque d'être aspiré dans les conflits du Moyen-Orient. La terre a tremblé au Japon, un violent séisme de magnitude 7,7 dans le nord de l'archipel, ce qui a poussé les autorités à déclencher une alerte au tsunami dans plusieurs zones côtières. Alerte qui a ensuite été levée. Aucun dégât majeur ni blessés graves n'ont été signalés, mais une alerte au méga-séisme est lancée depuis la fin de la journée. Selon le gouvernement japonais, un nouveau tremblement de terre d'une magnitude supérieure à 8 pourrait avoir lieu ces prochains jours. Elon Musk était convoqué ce lundi par la justice française après 15 mois d'une enquête tendue. Le parquet de Paris se penche depuis janvier 2025 sur de nombreux abus présumé du réseau social X, anciennement Twitter, et de son dirigeant. Nicolas Georges nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Dites-nous d'abord quelles sont les accusations qui visent le réseau social X et pour lesquelles Elon Musk est donc convoqué. Alors le point de départ, Mohamed, ce sont 2 plaintes, dont celle d'un député français reçue en janvier 2025 par le parquet de Paris. Elle dénonçait l'utilisation supposée de l'algorithme de X à des fins d'ingérence étrangère. Puis l'enquête a été élargie après d'autres signalements, notamment sur le fonctionnement de Grok. Vous savez, c'est l'outil d'intelligence artificielle intégré au réseau social X, un outil qui aurait permis la diffusion de contenus négationnistes, mais aussi de deepfakes, ces montages photos hyper réalistes à caractère sexuel. Des femmes se sont d'ailleurs retrouvées dénudées à leur insu sur X par l'intelligence artificielle utilisée par le réseau social. Alors, l'objectif pour la justice dans le cadre de ces auditions libres, c'est d'écouter la position d'Elon Musk et d'autres cadres de l'entreprise, mais c'est aussi de savoir s'il y avait un caractère intentionnel dans ces pratiques, mais également de trouver des pistes pour voir comment la plateforme X peut se conformer aux lois françaises. Alors Nicolas, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Je vous pose la question, est-ce qu'Elon Musk s'est présenté devant la justice française ? Eh bien non, il n'était pas là ce lundi. Le parquet de Paris a pris acte de son absence et ce n'est pas vraiment une surprise. Le réseau social X avait dénoncé un acte judiciaire abusif reposant sur des motivations politiques. Ce sont des attardés mentaux. C'est ce qu'avait déclaré Elon Musk en français dans le texte sur X. Elon Musk qui a d'ailleurs reçu le soutien des autorités américaines dans ce dossier. Donc pas de surprise par rapport à cette absence. Mais ce n'est sans doute pas la fin de ce feuilleton judiciaire. Et effectivement, puisque l'enquête, elle va se poursuivre. Les auditions également. Plusieurs salariés du réseau social sont convoqués cette semaine en tant que témoins. Là aussi, on se souvient qu'en février dernier, les locaux français de X avaient été perquisitionnés. Le parquet, lui, peut aussi décider d'ouvrir une information judiciaire et d'émettre un mandat d'arrêt international contre Elon Musk. Souvenez-vous, en 2024, le fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, était arrêté par les autorités françaises. Il lui était reproché de ne pas agir contre la diffusion de contenu criminel sur sa messagerie. Pavel Durov, placé sous un contrôle judiciaire, s'était d'ailleurs vu interdire de quitter le territoire français. Merci beaucoup Nicolas pour ce point complet, un dossier dont on viendra évidemment, à n'en pas douter, prochainement. Un nouvel exploit hors norme pour un nageur de l'extrême. Il s'appelle Steve Stievnar. Il est surnommé le phoque pour sa capacité à affronter des eaux glaciales. Et cependant, plusieurs heures, hier, dimanche, il est devenu le premier homme à réussir à boucler ce qu'on appelle la triple couronne du bout du monde avec une traversée spectaculaire entre l'Uruguay et l'Argentine. Notre partenaire France 2 nous raconte cette prouesse. C'est un reportage de Jean-Christophe Batteria. L'exploit est gigantesque. 43 km en 17 heures, 59 minutes à la nage pour Steve Stievnar, alias le phoque. Il relie l'Uruguay à l'Argentine. J'y suis arrivé. J'ai eu le platin, ça se mérite. Steve, 1m80, 110 kg, s'était lancé avant l'aube dans l'eau boueuse du Rio de la Plata. Lunettes, bonnet, maillot, c'est l'unique équipement autorisé pour valider l'exploit. Toutes les 30 minutes, 15 secondes de ravitaillement sans toucher le bateau. Comme on n'est pas à la piscine, on est contraint aux éléments, donc il y a quand même beaucoup de déchets organiques, beaucoup de branches. Et donc il m'est arrivé une petite mésaventure, j'ai percuté un arbre qui flottait en pleine nuit. Et donc voilà, ça c'est, je me suis fait mal au poignet, mais ça va, mais sur le coup on se dit, j'espère que ça va aller, que je vais pouvoir aller jusqu'à la fin, quoi.
Avec cet exploit, Steve est le seul détenteur de la triple couronne du Grand Sud. Rio de la Plata donc, le détroit de Beagle, Argentine-Chili, et le détroit de Magellan. Avant d'être nageur, Steve survolait les flots avec un titre de champion du monde de jet ski. Puis changement de régime alimentaire, pour la nage extrême, il prend plus de 40 kilos. C'est une combinaison naturelle comme les phoques, c'est pareil, le régime phoque. Il réalise entre autres le tour de Manhattan à New York, puis la folle traversée du lac Baïkal en relais. Là, l'eau est à 6 degrés. Il y a aussi, pour l'homme du Pas-de-Calais, la Manche aller-retour le même jour. Alors la prochaine, ça va être normalement, si tout va bien, alors je mets sur conditionnel, hein, si évidemment les conditions météo sont réunies, c'est le détroit de Molokai à Hawaï. Là, l'eau sera chaude, mais Steve, le phoque, devra composer avec les méduses mortelles et les requins. Voilà pour cette belle histoire. Vous regardez 64 minutes, on se retrouve après une courte pause pour 64 débats. Les soldats vont-ils être remplacés par des robots sur le champ de bataille, par les drones, par l'intelligence artificielle et même, vous verrez quel est le rôle des jeux vidéo en la matière. En Ukraine, une position russe a été reprise uniquement, semble-t-il, la semaine dernière grâce à des machines. Quels sont les avantages, les inconvénients et les risques? Nos invités nous disent tout dans un instant. Restez avec nous sur TV5 Monde. Madame, Monsieur, bienvenue sur TV5 Monde. Très heureuse de vous retrouver pour vos prévisions météo de ce 21 avril. On prend tout d'abord la direction de la Nouvelle-Zélande, plus précisément de sa capitale, Wellington, avec, vous le voyez, des inondations. Une dégradation bien active qui a apporté des cumuls pluviométriques importants. On attend encore, entre mardi et mercredi, de 50 à 100 litres d'eau au mètre carré, avec également des rafales de vent pouvant souffler jusqu'à 100 km/h. Retour sur notre continent, la situation générale, cet anticyclone sur le nord de l'Europe, apportant des conditions calmes, clémentes, une goutte froide en mer Égée, et puis cette dépression qui est en train de se former au large du Portugal. Côté température, elles sont parfois un petit peu trop basses pour la saison, de la douceur sur le bassin méditerranéen, et puis l'été qui s'installe sur le sud-ouest de l'Europe. On prend le cap vers les îles britanniques, un ciel se partageant entre nuages et éclaircies, un temps sec, 14 degrés attendus à Londres. Sur le Benelux, là aussi, on retrouvera un ciel plutôt variable. Par contre, plein soleil sur les Pays-Bas, avec par exemple 13 degrés attendus dans la capitale. On poursuit avec la France, où là, on a quelques nuages supplémentaires, surtout en matinée, de la pointe bretonne au nord-est de l'Hexagone. Ailleurs, le soleil est dominant, de la chaleur sur le sud-ouest, 28 degrés par exemple à Bordeaux ou encore à Biarritz. Le soleil sera également de la partie en Suisse ou encore en Allemagne. Beau et doux sur la Scandinavie, quelques nuages supplémentaires en Pologne, mais ils seront purement inoffensifs. De la fraîcheur et de la grisaille avec 7 degrés par exemple à Moscou. On poursuit sur l'Europe centrale et les Balkans. On retrouvera un petit peu d'instabilité avec quelques rares averses. Instabilité plus active, particulièrement de l'Albanie à la Bulgarie en passant par la Roumanie. Une belle journée pour la Grèce avec quelques averses qui déborderont tout de même, mais sur le nord du pays. Instabilité également sur le centre et le nord de l'Italie, mais globalement sinon c'est le soleil qui l'emportera. 25 degrés attendus en Sicile. On poursuit et termine avec la péninsule ibérique. Une belle journée, mais on attend quelques averses orageuses sur la Galice, mais aussi le nord du Portugal, et puis des températures peu à peu estivales, 28 degrés par exemple à Almeria. Avant de se quitter, on prend la direction de l'Asie du Sud-Est. Grande chaleur, 41 degrés attendus par exemple ce mardi à Bangkok. Les nuits sont également très chaudes, une trentaine de degrés. Les pluies se font attendre. Très belle suite de vos programmes.
Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Les soldats vont-ils être remplacés par des robots sur le champ de bataille? En Ukraine, une position russe aurait été reprise uniquement grâce à des machines il y a quelques jours. Autre fait notable, la montée en puissance du jeu vidéo dans les conflits modernes. Alors quels sont les avantages, les inconvénients, quels sont les risques de la guerre high-tech? Avec nous autour de la table, Eric Hazan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes expert en IA, enseignant à HEC et Sciences Po en France, auteur avec Olivier Sibony du livre Faut-il encore décider? La décision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est aux éditions Flammarion. Cathy Rémy, bienvenue. Vous êtes journaliste au quotidien Le Monde, autrice d'une enquête intitulée La lourde contribution du jeu vidéo à la guerre moderne. On verra qu'il est question du conflit entre la Russie et l'Ukraine. À vos côtés, Bruno Cruchant, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur des affaires publiques de Shark Robotics, un constructeur de robots sauveteurs. On va voir des cas très intéressants sur lesquels vous intervenez. Avant de vous donner la parole, messieurs, dames, la guerre qui pourrait donc changer de visage, c'était il y a quelques jours. Les Ukrainiens s'en sont, disons-le, plutôt bien vantés. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire. Des robots tueurs et des drones face à des soldats russes qui se rendent. Reportage des envoyés spéciaux de France Télévisions, Dorothée Olioric, Régis Maté et Bruno Bernard. Les véhicules sans pilote progressent là où les soldats n'iraient pas. Champs de mines, tirs ennemis, rien ne les arrête. Ils sont équipés de canons. Arrivés devant la tranchée russe, ils font feu. Les Ukrainiens pilotent ces blindés légers à distance, bien à l'abri, à plusieurs kilomètres à l'arrière. Avant, on voyait les drones terrestres comme un petit plus. Mais maintenant, c'est la fondation de toute notre stratégie militaire. Des attaques 100% robotisées, appuyées par des drones. Ici, on voit des soldats russes qui se rendent sans avoir vu le moindre militaire ukrainien face à eux. Ces drones terrestres ultra-modernes ont été engagés dans des milliers d'opérations depuis 3 mois. Le président Zelensky a annoncé la prise entière d'une position. Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, une position ennemie a été prise exclusivement par des robots terrestres sans pilote et des drones. Pour les militaires, déjà habitués à la guerre des drones, cette nouvelle doctrine va permettre de sauver des vies. C'est la guerre du futur qui est déjà là. Et elle va permettre d'éviter ou de minimiser à l'avenir les contacts directs sur la ligne de front. Pour l'Ukraine, cette robotisation de certaines opérations peut représenter un véritable tournant. Globalement, ils estiment qu'à la fin de l'année 2026, il y aura entre 20 et 30% des soldats qui tiennent aujourd'hui la ligne de front qui pourront être remplacés par des robots, évidemment très économes, très efficaces. Depuis 2 mois, des robots à forme humaine de fabrication américaine sont testés sur la ligne de front en Ukraine. La réalité commence à rejoindre la fiction dans cette course technologique où l'innovation est devenue une arme de guerre à part entière. Bruno Cruchant, quelle est la portée selon vous de cet événement ? Eh bien, pour moi, c'est d'abord un progrès pas tant technologique qu'un progrès en termes de tactique, puisqu'on savait que ces plateformes, elles existaient, qu'elles fonctionnent. Ce sont des plateformes qui sont performantes, mais qui sont relativement simples. Par contre, la grande complexité de la chose, c'est de réussir à en faire une tactique combinée, puisque dans cette opération, comme dans celles qui ont précédé, il y a plusieurs robots, il y a des drones, et derrière chacun de ces engins, il y a un pilote. Et donc, ils communiquent ensemble, les pilotes communiquent ensemble. Il y a encore des humains. Il y a des humains. Il n'y a pas un robot autonome en Ukraine pour le moment. Donc, c'est d'abord une très belle réussite des Ukrainiens sur le plan de la tactique et de l'appropriation de cette innovation, tout simplement. Eric Hazan, vous qui vous questionnez sur la place de l'humain dans la prise de décision, pas d'autonomie sur le théâtre de guerre ukrainien, mais tout de même, que vous inspire cet événement ? En fait, la question qu'on doit se poser, c'est qu'avant la guerre, comme Clausewitz le disait, il y avait un brouillard de guerre. On avait des données manipulées, il n'y en avait pas beaucoup. Et il fallait longtemps pour identifier une cible et pour faire naviguer une arme vers une cible. Aujourd'hui, un des pilotes dont parlait Bruno tout à l'heure se retrouve avec des centaines de cibles sur lesquelles il doit décider en quelques secondes. Et donc l'autonomie qu'il a au moment où il doit appuyer sur le bouton, certes, on parle de drones semi-autonomes, et donc il y a un humain dans la boucle au bout,
mais quelle est la décision réelle que prend cet humain quand finalement on lui sert plusieurs centaines de cibles sur lesquelles il doit décider en quelques secondes. La décision, elle s'est déplacée vers la personne qui programme le drone ou peut-être vers le chef d'état-major, mais certainement pas vers le pilote du drone. Ouais. Cathy Rémy, la scène à laquelle on vient d'assister, c'était la semaine dernière, en fait, ça ressemble à un jeu vidéo. De plus en plus, la guerre, les guerres, on peut dire la même chose de la guerre qui oppose les États-Unis et Israël d'un côté à l'Iran de l'autre, ça ressemble de plus en plus à un jeu vidéo. Tout à fait. C'est pas une chose récente, c'est là où malheureusement les gens ne sont pas toujours... le public n'est pas toujours conscient de cette longue histoire du jeu vidéo et de la guerre qui a commencé au début des années 60, avec peut-être le premier jeu vidéo qui a été créé avec l'aide du Pentagone, qui était Space War, qui était vraiment cette première qui n'est pas une commande directement militaire, mais qui infusait déjà quelque chose. Ça, c'est en pleine guerre froide, racontez-nous. Ça, c'est en pleine... c'est en pleine guerre froide. Ce jeu qui n'est pas... qui reste un jeu, va être après... repris dans un contexte un peu différent. C'est le fameux jeu, les jeux de simulation Sigma, qui vont être joués dans les sous-sols du Pentagone en pleine guerre du Vietnam à partir de 1964 et qui vont justement modéliser cette guerre. C'est des jeux de simulation un peu sophistiqués et qui vont malheureusement prédire la défaite des Américains. Ils ne seront pas écoutés, mais le jeu de simulation l'avait déjà prévu à cette époque. Et il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Alors, plus près de nous, l'Ukraine, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Comment le jeu vidéo, parce que votre enquête, elle porte précisément sur l'armée ukrainienne, comment le jeu vidéo a-t-il contribué à cette guerre? Et contribue-t-il à cette guerre? Je pense, déjà, il y a l'aspect pilote de drone, le pilotage des drones qui ressemble, vraiment, je ne veux pas faire de raccourcis un peu trop étonnants, mais en fait, le pilotage de drone requiert les mêmes capacités qu'un très bon joueur de jeux vidéo. D'ailleurs, l'armée ukrainienne est totalement au courant de ça, parce que sur une formation, je pense que sur 2 jours de formation, ou même un joueur de jeux vidéo va apprendre 14 fois plus vite qu'un non-joueur de vidéo. Donc c'est un vivier évidemment pour les armées et c'est aussi une façon de recruter et de démocratiser presque la guerre en la rendant accessible à tout le monde. Et recruter aussi, on va le voir avec vous. Je me tourne à vous, Bruno Cruchant, l'Ukraine, vous connaissez aussi, vous avez un robot, 40 unités de votre modèle qui s'appelle Colossus, ça se prononce comme ça, Colossus, déployé en Ukraine. Alors, dit-on, quand on lit sur Internet de quoi il s'agit, la résilience face aux attaques de drones, expliquez-nous. Alors, je précise tout d'abord que c'est un robot qui sert à éteindre les incendies, c'est un robot pompier, c'est celui qu'on voit juste derrière vous. C'est celui qui a servi à Notre-Dame de Paris? Absolument, c'est un robot qui porte un canon à eau, vous le voyez là, c'est lors d'une intervention en Ukraine. Donc, il sert à permettre aux pompiers d'intervenir plus vite et plus précisément sur les sites endommagés par des frappes, sans se mettre eux-mêmes en danger, puisqu'on connaît bien cette tactique russe dite de la double frappe, où ils refrappent là où ils ont déjà tapé, justement pour tuer, si possible, des secouristes, pour réduire la résistance de l'Ukraine. Donc on est très fiers évidemment de ça. On sait que les robots servent plus d'une centaine de fois par mois. Je peux vous dire que, par exemple, sur le robot pompier, on est bien loin du jeu vidéo, puisque d'ailleurs, nous avons dégamifié, si je puis dire, notre télécommande pour l'adapter aux gants des pompiers. Donc, on a des gros boutons, des grosses manettes, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en robotique ou en pilotage de drone, ce qui compte, c'est l'adaptation à l'utilisateur. Et en l'occurrence, l'usage pompier étant un peu différent de l'usage militaire, nous, on a fait ce choix d'avoir une ergonomie qui soit moins fluide, si je puis dire, mais parce qu'elle est plus utile. Là, c'est le bon côté des choses, si l'on peut dire. Oui, l'idée, c'est qu'on va plutôt aujourd'hui vers plus de fluidité. C'est-à-dire que ça va très très vite, la guerre. Là, aujourd'hui, ce qu'on ne s'est pas posé comme question, c'est qu'on n'a pas de doctrine militaire sur l'utilisation des drones semi-autonomes qui tirent, pas ceux qui sauvent.
Et alors évidemment, quand vous êtes... Vous dites d'ailleurs que c'est assez étonnant parce que enfin pas étonnant, mais sur le nucléaire, il y a eu depuis des dizaines d'années un débat public ouvert autre. Et là, vous dites c'est quasiment silence radio, c'est l'omerta en fait, sur le sujet dont on parle aujourd'hui. C'est pas à vous que je vais apprendre que le multilatéralisme n'est pas complètement à l'ordre du jour. Et donc, il faudrait qu'il y ait de nouveau du multilatéralisme. Il faudrait qu'il y ait une implication citoyenne dans l'établissement d'une doctrine militaire derrière les drones semi-autonomes. Et peut-être demain, on sait bien qu'on n'est pas très loin du drone autonome. On sait les faire, on les utilise pas. Donc, mais c'est quoi le problème? C'est de savoir qui en fait est responsable de la prise de décision, qui appuie sur la gâchette. En fait, comme on se le disait, la décision, ça devient quels objectifs, quel système de règles. Et donc, finalement, qu'est-ce que je suis prêt à accepter comme niveau d'erreur? Ça, c'est une décision qui est une décision de doctrine militaire. Et ça doit être débattu avec des citoyens. Un débat collectif avec des citoyens. Cathy Rémy, vous écrivez « L'Ukraine a poussé cette logique jusqu'au bout ». En août 2024, Mikhailo Fedorov, alors ministre de la Transformation numérique, lance l'Army of Drones Bonus, un programme de points attribués aux unités pour chaque bombardement confirmé sur des cibles russes. On parle bien de compter des points. Détruire un système de lance-roquettes multiple, ça rapporte 50 points. Un char, ça rapporte 40 points. Et tuer un soldat ennemi, ça rapporte 6 points. Totalement. Totalement, et c'est une logique qu'on trouve dans tous les jeux vidéo, le système du bonus qui déclenche aussi la dopamine, qui pousse le joueur à continuer à jouer. Mais là, ça sert à quoi en l'occurrence? Là, ça sert à accumuler des points qui peuvent être utilisés sur Amazon. Donc c'est Amazon de la guerre qui est Brave One, où maintenant les soldats peuvent se fournir eux-mêmes, acheter des drones. Je ne sais pas combien coûte je me rappelle plus du coût de points, combien de points il faut pour acheter un drone. On peut acheter des explosifs, on peut acheter un peu... Mais l'idée, c'est quoi? C'est de la propagande aussi, et c'est de recruter, parce que la Russie, par exemple, elle aussi utilise le jeu vidéo pour recruter. Bien sûr, c'est des fins de propagande aussi, non? Alors, si je peux juste dire là, l'allocation de points, c'est la façon qu'a eu le ministère de la Défense, et notamment ce nouveau ministre oui, tout à fait. Ce nouveau ministre très jeune, très innovant, de casser les baronnies qui sont héritées de l'ère soviétique en interne pour donner le pouvoir dans le choix des achats en matériel, non pas aux puissantes directions, mais bien aux unités de terrain. Quand elles reçoivent des points, c'est pas des points juste pour la gloriole personnelle, etc. C'est pas du tout ça. C'est pour acheter sur la marketplace, comme ils disent, les matériels qui leur semblent le plus pertinents. Par exemple, l'essor depuis 3 ou 4 mois des robots terrestres en Ukraine, avec un triplement du nombre de missions en 3 mois, vient directement du fait qu'ils ont intégré les robots terrestres sur la marketplace. Et comme les soldats ukrainiens visiblement pensent que c'est utile pour ne plus être exposés aux frappes de drones russes, eh bien, on voit une forte augmentation de leur dotation en équipement. Et ça aurait été impossible avec un système centralisé. Est-ce que des humanoïdes fantassins, des robots soldats, c'est possible? Ou est-ce que c'est de la science-fiction? Je suis sûr qu'on y viendra tôt ou tard, mais j'ai suffisamment d'expérience, malgré ma faible durée encore dans cette belle entreprise, pour savoir que la mécatronique, c'est quelque chose de très sensible, avec des petits moteurs, avec des fluides, avec des besoins en maintenance. Donc je pense que... c'est plus dur qu'un semi-marathon, par exemple. On vient d'être battu en Chine. Je pense qu'il y aura des gros sujets de maintenance sur les humanoïdes. En même temps, on voit qu'il y a des choses qui avancent à la vitesse du son sur ce domaine. Ce qu'il y a, c'est qu'on se demande si les modèles de langage qu'on utilise beaucoup, comme ChatGPT ou Claude, etc., sont adaptés pour cette nouvelle génération de robots. Et en fait, la question, c'est plutôt qu'il faut des robots qui savent évoluer en 3D. Et ça ressemble beaucoup à ce que Yann Lequin est en train de monter en France ou Fei Li aux États-Unis. Ce sont des world models, comme on dit. Et ces modèles permettent d'appréhender le monde d'une manière différente. Ça ne sert pas forcément que à la guerre, mais ça servira à faire des robots humanoïdes différents, probablement. Cathy Rémy, en même temps, on a envie de vous dire que les drones pilonnés à distance, le jeu vidéo, c'est déjà le cas sous l'administration de Barack Obama, avec d'ailleurs de très très nombreuses pertes civiles. En Afghanistan, on parlait beaucoup de, comment je peux dire, celui qui manipule la console, si on peut l'appeler ainsi, qui est dans le Nevada et qui a des milliers de kilomètres. En fait, il est chez lui, il peut être même entouré de sa famille. C'est un peu caricatural, mais... C'est caricatural, mais on n'est quand même pas très loin de la vérité, parce que sur le front ukrainien, quand même, les opérateurs sont toujours à plusieurs kilomètres du front. Il y a quand même cet aspect qui est quand même un peu questionnant de la conscience, en fait.
la conscience de l'acte et qui disparaît avec justement le jeu vidéo. La déshumanisation de la guerre. La déshumanisation, en fait. puisque le fait d'appuyer sur un bouton va beaucoup plus vite que de prendre conscience de son acte de l'acte qu'on est en train de faire, qui a des conséquences parfois terribles sur le terrain. Après, là, c'est le mauvais exemple, mais il y a aussi, c'est terrible de parler ainsi, mais le bon exemple qui va éviter, disent certains belligérants, justement, des pertes civiles et dire ça va être plus précis. Exactement. C'est-à-dire c'est compliqué parce que, effectivement, le temps de décision, le temps pour décider est très faible. Donc on ne peut pas dire que la décision est là au moment où j'appuie sur le bouton. On peut dire néanmoins que, les drones qui sont des armes semi-automatisées, elles font moins de pertes civiles. Moins de pertes civiles que de balancer un missile, on comprend très bien, n'importe où. Voilà. Donc, il y a un côté cynique dans cette analyse. Mais, néanmoins, il y a quelque chose autour de... Finalement, c'est une guerre qui est censée être, et j'ai honte déjà en le disant, un petit peu plus propre. Ouais. Mais c'est quand même la guerre. Donc, il y a ce premier point. Vous alertez sur la banalité algorithmique qui dilue la responsabilité de l'être humain dans l'acte de guerre. Exactement. Le problème que citait Madame, et je pense que c'est ça le point clé, c'est où se trouve la responsabilité. Et donc, encore une fois, elle est de moins en moins entre les mains du soldat ou du jeune soldat, enfin tous les soldats sont jeunes, qui appuie sur le bouton dans son... Elle est dans les mains de l'entreprise. Peut-être dans les mains de l'entreprise. Est-ce qu'elle est dans les mains de l'entreprise? Est-ce que vous avez déjà, vous, ces questions? Mais la vraie question, c'est la responsabilité. Je pense qu'il faut qu'on distingue entre les outils. La plupart des vecteurs, que ce soit des drones aériens ou terrestres, sont aujourd'hui largement pilotés et contrôlés. D'ailleurs, avec un retour vidéo qui permet à l'opérateur d'annuler sa frappe, ce qui n'est pas le cas avec un missile. D'ailleurs, en termes de déshumanisation, ça fait 80 ans qu'il y a des bombardements stratégiques à 12 km d'altitude ou à 4000 km de distance. Donc, oui, c'est déjà... Voilà. Mais qui permettent aussi à cet opérateur, et en vue première personne, de voir dans les yeux la personne sur laquelle il fonce. Donc je pense qu'en termes d'impact psychologique, ça n'est pas si neutre qu'on le pense. Mais vous êtes prêt à fabriquer des robots tueurs ? Nous, on a déjà commencé à parler avec le ministère de la Défense en France pour savoir quels étaient leurs besoins. On fait partie de ces challenges d'innovation qui sont en cours. Et ce qui est certain, c'est que si dans 2 ans, comme c'est la doctrine de l'OTAN, il y a un risque de choc avec la Russie dans les pays baltes, il faudra que nos armées soient dotées de robots, parce que ce n'est pas 15 000 chars qui débarqueront dans les premières heures, c'est 150 000 drones. Donc si on veut que nos soldats aient une chance, il faut qu'ils soient équipés en robots terrestres. Merci beaucoup à tous les trois, Cathy, Rémi, Éric Hazan, et donc d'avoir été également avec nous pour parler de ce que vous faites déjà en Ukraine, puisqu'on rappelle à des fins civiles, pas militaires. À des fins civiles. En Ukraine, Bruno Cruchant, Shark Robotics, merci beaucoup à vous. Merci. La chronique culture à présent. Pascal Achard s'apprête à nous rejoindre pour nous parler d'un grand artiste. Il s'appelle Henry Taylor, peintre américain à l'honneur au musée Picasso à Paris. Regardez d'abord pour commencer. Bonsoir Pascal, ravi de vous retrouver. Le musée Picasso à Paris, donc, qui poursuit son exploration de la scène artistique afro-américaine avec à l'honneur ce grand artiste, un peintre, Henry Taylor. Oui, c'est la première rétrospective en France pour ce peintre américain qui est reconnu aux États-Unis comme l'un des maîtres de la représentation des Afro-Américains. Henry Taylor, il est né en 1958. Il est devenu artiste sur le tard dans les années 90. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un artiste multidisciplinaire qui dépeint la vie des quartiers de Los Angeles où il vit et des communautés afro-américaines. Et ce qui frappe quand on découvre ces tableaux, c'est l'aspect monumental de ses œuvres. C'est aussi des couleurs vives, une peinture très expressive, mais aussi le regard empathique qu'il porte sur ces sujets, qu'ils soient célèbres ou anonymes, comme ce laveur de vitres qu'il dépeint dans les rues de Los Angeles. D'où vient ce regard empathique ? Eh bien, l'artiste a répondu à cette question à la Biennale de Venise en 2019, où il était exposé. On l'écoute.
J'ai été aide-soignant dans un hôpital psychiatrique et j'ai fait ce métier pendant 10 ans. Je suppose que ça a développé chez moi une plus grande empathie pour les autres. Mais je pense que ça vient aussi de ma mère, une femme dotée d'une très grande compassion. J'ai une certaine sensibilité envers les personnes en difficulté. J'habite tout près du quartier de Skid Row, à Los Angeles, là où vivent beaucoup de sans-abri. Et cette empathie, je la ressens tous les jours en les voyant. Et il est vrai, parfois loin du rêve américain. Pascal-Henri Taylor qui donne en effet à voir un autre visage de l'Amérique. Un autre visage et un autre récit. On parle de récit alternatif et vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez ce tableau qui s'appelle « I am a man », je suis un homme. Sauriez-vous reconnaître, Mohamed, ce personnage? C'est assez troublant, ça me dit quelque chose, je ne saurais vous dire, cher Pascal. Eh bien, il s'agit de Jay-Z, le célèbre rappeur américain, Monsieur Beyoncé, dépeint comme Monsieur Tout le Monde. C'est sa manière, effectivement, de dépeindre les personnes. Il a dépeint de la même manière Martin Luther King, éminent défenseur des droits civiques. Écoutez. Il n'est pas représenté en tant que tribun, il n'est pas représenté en train de faire un discours ou dans une manifestation ou dans une marche accompagné de milliers de personnes comme les images qu'on a tous dans notre inconscient collectif. Au contraire, il est représenté en train de jouer au ballon avec des enfants. On retrouve ça chez l'artiste à de nombreuses reprises, cette volonté de donner à voir des personnalités extrêmement connues, mais de manière plus intime, en insistant plutôt sur le côté humain, sur le côté ordinaire et pas justement sur l'extraordinaire. Un peintre intime, donc nourri de culture populaire. Oui, nourri de culture populaire. Ces tableaux sont truffés de symboles de la culture populaire américaine, mais avec un geste éminemment politique, parce que l'objectif d'Henri Taylor, c'est de mettre au centre, au premier plan, les Afro-Américains, mais aussi en toile de fond, de dépeindre le quotidien, mais aussi les violences policières qui perdurent et les inégalités. Exemple avec ce tableau intitulé 4th of July, le 4 juillet, sur la fête de l'indépendance américaine. Écoutez. On voit une femme qui est en train de faire un barbecue, qui est vraiment l'activité typique du 4 juillet pour cette célébration. Et en même temps, il y a une petite dissonance qui est introduite par l'artiste, puisqu'on voit que derrière la tête de cette femme, on reconnaît des murs qui semblent être des murs de prison et qui viennent, il me semble, implicitement poser la question de savoir qui a droit à cette liberté qui est célébrée le 4 juillet. Est-ce que tout le monde y a accès au même titre? Et les statistiques carcérales américaines nous montrent qu'effectivement, ce n'est pas le cas, que les Africains-Américains sont surreprésentés dans les prisons américaines. Et un artiste, un peintre qui s'inspire aussi, Pascal, des grands maîtres modernes comme Picasso, dont il a réinterprété le célèbre tableau Les Demoiselles d'Avignon. Et avec au centre, en vedette, Josephine Baker. Donc une volonté de mettre en avant les Afro-Américains, encore une fois, mais aussi de réinventer, de se réinventer sans cesse. Peut-être aussi de se réapproprier les grands récits de l'histoire de l'art. En tout cas, c'est un peintre fascinant à découvrir jusqu'au 6 septembre au musée Picasso. Au musée Picasso jusqu'au 6 septembre à Paris. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique culture passionnante. C'était 64 minutes. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site internet et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. N'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.